Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Marie-Laurence Catoire, référente dans l'univers de la méditation, entrepreneur et auteure. Elle a écrit plusieurs livres dont notamment « C'est malin la méditation » ou « Éclore enfin ». Marie-Laurence nous explique comment elle a longtemps été coincée dans sa tête. Écartelée entre plusieurs identités personnelles et professionnelles, courant après un mirage de perfection qui laissera la place à un vide existentiel. Sa rencontre avec la méditation sonne comme une révélation, qui l'amènera vers une découverte riche d'elle-même et changera sa vie pour le meilleur. On parle de ce fabuleux levier qu'est la méditation, pour mieux savourer nos vies, car c'est avant tout apprendre à être de plus en plus en relation avec ce qui est, être là de tout son cœur, de tout son être, pour reprendre les mots de Marie-Laurence Catoire. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie-Laurence. Bonjour Amira. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans Epion Podcast et d'échanger avec toi aujourd'hui. Oui, merci de me recevoir, ça me fait très plaisir d'être là aussi. Pareillement, dans un très joli cadre en plus, donc on va passer, je suis sûre, un très bon moment ensemble. J'en suis sûre. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses et notamment de méditation ensemble. Mais avant de commencer, Marie-Laurence, pour ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter ? Mais avec plaisir. Donc, je m'appelle Marie-Laurence Catoire, je suis encore chef d'entreprise, peut-être pour quelques années, maman de 3 enfants, on en reparlera. Et dans ma vie, j'ai découvert la méditation il y a un peu plus de 20 ans maintenant, et c'est vrai que c'est une pratique qui m'a bouleversée quand je l'ai rencontrée, et qui s'est placée au centre de ma vie, et qui m'a permis vraiment d'aborder tous les aspects du quotidien de manière très différente. J'ai écrit plusieurs livres sur le sujet, sur la méditation de la bienveillance. Plus récemment, j'ai écrit un livre sur les femmes de ma génération, la génération X, et j'y raconte comment nous avons courageusement traversé le monde, la société, la vie professionnelle et la vie familiale, comme on pouvait, avec les injonctions qu'on a connues et qui peut-être sont encore présentes. C'est ce qu'on va voir ensemble. Merci beaucoup Marie-Laurence pour cette introduction. Effectivement, ce livre dont tu parles, Affirmez-vous, qui est un très beau livre au passage, dans lequel tu retraces effectivement ces femmes de la génération X. Alors les femmes de la génération X, je rappelle, c'est celles qui sont nées entre 1965 et 1979, qui sont arrivées sur le marché du travail pleines d'espoir et envie aussi de s'émanciper. Et alors je voulais commencer par cette citation de ton livre. Tu écris « Contrainte de supporter un quotidien trop rempli, nous ponçons notre vie au lieu de la vivre, coincée dans notre tête. » Et ma première question pour toi, Marie-Laurence, c'est à quel moment tu as pris conscience que toi, tu étais coincée dans ta tête ? Je pense que j'en ai vraiment pris conscience à la quarantaine. Arrivée à 40 ans, j'avais déjà, on peut dire, accompli beaucoup de choses. J'étais mariée, j'étais maman de 3 enfants, j'avais donc fondé mon agence de communication que je dirigeais et qui fonctionnait très bien. J'avais des amis agréables. Et je me suis rendu compte que, alors que tout semblait aller, mais vraiment pour le mieux, je veux dire, je cochais toutes les cases, j'avais tout bien fait. J'ai été très adaptée à ce monde. Je me trouvais très très adaptée, peut-être suradaptée. Et à 40 ans, je me suis rendu compte que, même si socialement j'étais parfaitement intégrée, je me sentais complètement désintégrée intérieurement. Ça m'a fait un choc. Et j'ai ressenti un vide. Et c'est étonnant parce que, en fait, quand on est coincé dans sa tête,
on se sent vide. Il y a effectivement, on devient des hyper-penseuses, ok, on pense à tout le temps, à plein de choses en même temps, et en fait, il y a comme un vide existentiel qui est masqué par toutes ces pensées. Donc voilà, le jour où je me suis rendu compte que j'étais assez en perte de sens, je sais que ça t'intéresse beaucoup, les questions de sens. Le sens, c'est vraiment une question existentielle. Donc, qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Ok, on a tout bien fait, et pourtant, il y a cette espèce de famine affective, de famine spirituelle. Il y a quelque chose qui va pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment, ça va de pair avec le fait d'être coincé dans sa tête, comme ça, coincé dans sa tête. C'est comme si on n'avait plus de corps. Et dans quelle mesure ça nous éloigne du moment présent? Parce que ce que tu décris dans ton livre, c'est que tu pensais trop et que tu n'étais plus là, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, on pense sa vie au lieu de la vivre. Parfois même, on la rêve au lieu de la vivre. Ou alors, on la vit en différé, c'est-à-dire qu'on se rend compte 1 heure après, 1 jour après, 1 mois après, qu'on avait passé à ce moment-là un moment agréable ou un moment désagréable. Enfin, il n'y a plus de vie en direct. On est tellement enfermé dans sa tête qu'on a du mal à être vraiment présente. Parce qu'en fait, la présence, c'est très simple. Être là, c'est être dans son corps. Et bien sûr, être dans son corps, quand on est complètement dans sa tête, ça devient un petit peu mystérieux, abstrait, alors qu'il n'y a rien de plus simple. Mais voilà, notre société, notre monde, le milieu du travail, mais tous les milieux aujourd'hui, en fait, sont contaminés par cette prévalence de l'esprit sur le corps. Ce qui est important, c'est de penser, c'est d'être intelligente, c'est d'anticiper, c'est de planifier, c'est de tout faire rentrer dans des projets, dans des tableaux Excel, etc. Et on oublie vraiment le corps. Le corps qui est pourtant notre maison absolument indispensable, notamment à la pensée. On ne peut pas penser si on n'a pas de corps. Et tu décris que c'est aussi un modèle très masculin. Notre société est bâtie sur l'intellect au lieu de l'existence, de l'être, en fait. Oui, oui. Et c'est intéressant que tu notes ça, parce que ce que je pense, moi, c'est que... je pense. Je pense trop, donc je ne suis pas vraiment là. Ça, c'est Thich Nhat Hanh qui m'avait dit ça un jour quand je l'avais interviewé. C'est un maître vietnamien qui est décédé maintenant, mais un formidable guide spirituel vietnamien. Je pense trop, donc je ne suis pas vraiment là. C'est l'inverse de Descartes, de ce que nous dit Descartes. Et c'est vrai que ce que j'ai réalisé quand j'ai écrit ce livre « Affirmez-vous », c'est que pour faire notre place dans cette société, nous, les femmes de la génération X, beaucoup d'entre nous ont fait comme des hommes. On a tout fait pour devenir des hommes comme les autres. Et moi, quand on m'a dit « Ah, mais tu as ta place ici, tu es un homme comme les autres », j'ai pensé que c'était un compliment. Il m'a fallu quelques années pour déconstruire ça et se rendre compte que c'était quand même étrange. Que pour avoir sa place et que pour pouvoir être chef d'entreprise, pour pouvoir avoir des clients, pour pouvoir être entendu en réunion, il fallait être un homme comme les autres. Donc c'est vrai que ce monde... très très dominé par l'intellect, très très dominé par la pensée, mais voilà, met en avant des principes masculins, plus que, on pourrait dire, l'intuition, la sensibilité, l'attention, qui sont plutôt du côté du féminin, pour le dire très grossièrement, parce qu'en fait tout ça est beaucoup plus subtil. Mais en tout cas, notre monde, il n'est pas subtil, il est vraiment complètement dominé par la pensée, c'est clair. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt du côté du masculin. Et d'ailleurs, on le note parce que tu écris « Dans un monde où l'expérience féminine a moins de valeur que la pensée d'un homme, je me suis réfugiée dans ma tête ». Oui, ça c'est une expression que j'emprunte à Iris Bray, qui dit ça dans son livre où elle décrypte le male gaze, ce regard masculin sur notamment le corps féminin, regard qui a beaucoup dominé, on est en train, non pas d'en sortir, mais en tout cas de trouver d'autres manières de regarder, d'autres manières d'appréhender la vie. Mais dans son livre, elle décrit bien comment le cinéma, comment les récits, les romans, etc. sont vraiment fondés sur une manière d'objectiver le corps humain féminin par le regard, par le male gaze. Et elle dit ça, elle a cette très belle phrase, un monde où l'expérience féminine est moins importante que le regard masculin. C'est vrai que c'est important de savoir aussi se reconnecter à ce qui fait aussi la spécificité du féminin et pas d'essayer de calquer constamment des modèles de performance ou de... Même à un moment donné, tu parles du temps et j'ai trouvé ça très intéressant.
le temps masculin est très linéaire, avec cette idée qu'il faut faire des choses les unes après les autres, là où le temps féminin est en fait plus cyclique. Oui, je me suis faite cette réflexion. Voilà, je me suis dit, effectivement, le fait même de donner des numéros aux années, pour qu'elles soient les unes après les autres, comme si c'était un peu un jour sans fin. C'est-à-dire, voilà, on suit un parcours très linéaire, très cadencé comme ça, numérairement, avec des suites logiques. Alors qu'en fait, si on se rapproche de l'expérience du corps féminin, par exemple, c'est absolument pas linéaire, c'est très cyclique. J'ai appris depuis qu'en fait, pour les hommes aussi, ça pourrait être cyclique, puisque l'anthropause, ça existe. Il n'y a pas que la ménopause, mais on n'en parle absolument pas. C'est complètement masqué, etc. On pense que voilà, on va d'un point A à un point B et que c'est ça la vie. Un peu tabou aussi peut-être. Et je pense que c'est très tabou, oui, absolument, très tabou. Et effectivement, on a nous déjà notre corps qui crie, qui nous dit non, mais attends, c'est un cycle, la vie est faite de cycles et d'une suite de cycles peut-être, mais peut-être aussi d'une circonférence avec des cycles et des cercles toujours plus grands. Et je trouve que ça permet de donner aussi beaucoup d'humilité. Ça permet, par exemple, d'accepter mieux les notions de finitude, de renaissance, de renouveau, voilà, parce que c'est aussi le cycle de la vie de la nature, le cycle des astres, etc. Alors que quand tu restes vraiment figé sur une version linéaire du temps, c'est comme s'il n'y avait pas de fin, comme si c'était infini. C'est un problème, je pense, de nier à ce point-là la finitude. Moi, je te rejoins, je trouve ça effectivement, quand j'ai lu dans ton livre, j'ai trouvé ça très rafraîchissant parce qu'il y a cette idée on peut se réinventer, il y a cette idée de recommencement. Là où effectivement, c'est très angoissant de se dire que le temps passé ne reviendra plus et qu'en fait, j'avance vers ma fin, en fait. Il y a un côté très angoissant, je trouve. Et le côté cyclique, ça donne plus de rondeur et de pétillance. Je sais pas si le mot existe à la vie, mais ouais. Je trouve que c'est très beau ce que tu dis. C'est vrai que penser de manière cyclique nous autorise à nous réinventer, nous donne à chaque fois une nouvelle chance. Tu as tout à fait raison. Et ça, c'est très important. Parce que ça, c'est une des découvertes de la méditation, et on va en parler, mais c'est que chaque minute est nouvelle. Chaque seconde est nouvelle. Mais c'est vraiment, c'est phénoménologique. C'est-à-dire que le phénomène, c'est qu'à chaque fois, ça se redéploie. À chaque fois, c'est neuf. À chaque fois, ça peut être surprenant. À chaque fois, c'est inconnu. Et c'est très bon. C'est très beau ce que tu dis aussi. Dans ton expérience, on sent aussi le poids du masque social et cet écartèlement, en tout cas moi je l'ai perçu comme ça, l'écartèlement entre tes différentes identités qui sont présentes dans un corps unique en fait, mais il y a vraiment la Marie-Laurence mère, la Marie-Laurence femme, la Marie-Laurence chef d'entreprise, et à un moment donné tu dis je suis entrée dans l'âge adulte comme dans un théâtre avec 3 ou 4 rôles à jouer. Comment tu as réussi à gérer cet écartèlement, parce que ça se rapproche aussi d'une forme de polymorphie. Comment tu as géré ça ? C'est la bonne question, parce qu'en fait, je pense que ça concerne énormément de femmes, ce fait-là, le fait de devoir assumer tant de rôles à la fois, comme en plus on a complètement intégré les injonctions sociétales de performance, de perfection, donc il ne faut pas seulement être mère, il faut être une mère parfaite ou une mère bienveillante ou une mère... enfin voilà, la mère parfaite, quelle que soit l'image qu'on a de la mère parfaite. Il faut être une épouse disponible, qui sait rester sexy, si possible fidèle. Il faut être une professionnelle accomplie, qui assure, qui infaillible. Il faut être, si possible, une fille pas trop ingrate vis-à-vis de ses parents, et même si on peut les aider, c'est bien, enfin, etc., etc. Il faut être une amie distrayante, intelligente, à l'aise socialement. Enfin, en tout cas, moi, c'est tout ce que je me racontais. Et vraiment, je dirais que de l'âge de 20 ans à l'âge de 40 ans, j'ai beaucoup travaillé ces rôles. Je les ai beaucoup. Et encore une fois, arrivé à 40 ans, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais où suis-je ? Où es-tu, Marie-Laurence ? Je vois bien quand tu es mère, avec tes enfants, mais c'est bizarre, tu n'es pas la même quand tu es au boulot, et puis tu n'es pas la même quand tu es seule avec ton mari, etc. Alors, s'adapter, encore une fois, c'est bien, c'est social, c'est OK. Mais se suradapter,
Ça veut dire que tout le temps, j'étais dans le désir de l'autre, que ce soit de mes enfants, de mon mari, de mes parents, de mes amis, de mes clients, etc. Et là, on se perd, on se plonge dans le désir des autres, on essaie de répondre à chaque fois du mieux qu'on peut à la demande de l'autre, et on se perd. Donc comment j'ai géré ? J'ai géré, je pense, par la volonté, la force, la pugnacité et pas mal d'énergie pendant 20 ans, puis au bout d'un moment, on se retrouve légèrement fatigué. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était pas tant une fatigue physique, je me sentais en forme physiquement, mais c'était une fatigue morale. J'en avais un petit peu marre. Encore une fois, ça se voyait pas, tout était ok extérieurement, mais fatigue morale, quoi. Mais à quoi ça rime tout ça ? Et où suis-je ? Que fais-je ? Dans quelle étagère ? Disait ma maman. Elle est intéressante, cette expression « où suis-je ?» parce qu'il y a vraiment cette idée que ça te déconnecte complètement de qui tu es. D'ailleurs, est-ce que tu savais qui tu étais à cette époque ? Est-ce que tu étais capable de te définir en dehors de ces masques sociaux ? Eh bien non. C'est bien ça qui était abyssal pour moi. C'est bien ça qui me plongeait dans le désarroi, et dans ce vide existentiel dont je parle. C'est que j'aurais pas su me définir en dehors justement de tous ces masques, de tous ces rôles. Donc ça pose un petit problème quand même. Parce que néanmoins j'existais pourtant. Donc où suis-je ? Où suis-je ? Eh bien, c'est une bonne transition avec le sujet de la méditation, et avant ça, plutôt de l'épanouissement. Et je voulais avoir ton regard sur c'est quoi pour toi une vie épanouie ? Parce que tu expliques bien dans ton livre que c'est pas une vie où on concilie tout, justement. C'est une belle question, la question de l'épanouissement. L'épanouissement, tu sais, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Éclore enfin », qui a été traduit par « Affirmez-vous », qui a été retitré « Affirmez-vous » dans sa version poche, chez Pocket. Et l'épanouissement, c'est de l'ordre de l'éclosion. Et qu'est-ce que c'est une éclosion ? Quand on pense à une fleur qui éclot enfin, elle s'ouvre. Eh bien, l'épanouissement, c'est apprendre à s'ouvrir, petit à petit, à son rythme, comme on le peut. Et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment important à dire, c'est que plus on s'ouvre, plus on est en rapport avec ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est heureux, mais aussi avec ce qui est inconfortable, ce qui est triste, ce qui est malheureux. Et une vie épanouie, c'est une vie qui est capable de s'ouvrir ainsi à ce qui est ok et à ce qui est plus désagréable, à ce qui est très joyeux et à ce qui est plus triste. Et il faut vraiment en finir avec l'idée qu'une vie réussie, c'est une vie qui baigne dans le bonheur, dans la sérénité, dans une espèce de placidité. Ça, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Et il n'est même pas certain que ce serait si chouette que ça, en fait. Ce serait peut-être un peu plat. Et en fait, une vie humaine épanouie, c'est une vie qui peut danser avec les aléas, avec les inconforts, avec les imprévus. Je parlais tout à l'heure de l'inconnu aussi. Une vie qui sait accueillir l'inconnu et qui se laisse surprendre avec ce que ça a d'hyper joyeux, d'hyper bénéfique, et puis avec aussi les tracas auxquels il faut faire face. Et encore une fois, c'est tout à fait bien comme ça. Alors, tu as écrit cette phrase dans ton livre que je trouve très belle. Tu dis... Il y a vraiment cette croyance que tout réussir, c'est aussi tout donner et garder pour soi des restes de vie sans saveur. Elle est forte, cette phrase. C'est vrai que j'ai été élevée, je ne sais pas où je suis allée chercher ça, mais en tout cas, j'étais convaincue que être généreuse, être bonne, être une personne bien, être une femme bien, c'était tout donner. Et je pense que c'est peut-être social aussi, ça, quand même. Une femme bien, une mère bienveillante, elle donne tout. Même au boulot, ça ne choque jamais personne que les femmes donnent. Et gardent des miettes, gardent des restes de vie pour elles. Eh bien, depuis, j'ai appris que c'était absolument faux. J'ai même... pu discuter de ça à plusieurs reprises avec un grand psychanalyste qui s'appelle Moussa Nabati et qui dit « Une bonne action, c'est une action qui est bonne pour les deux ». Et il dit également « Savoir aimer, c'est savoir donner et c'est savoir recevoir ».
Et c'est savoir aussi ne pas donner, et c'est savoir aussi ne pas recevoir. Et je trouve que c'est des phrases délicieuses parce que c'est extrêmement déculpabilisant. Ça remet un peu en ordre ces croyances fausses, hein, finalement. Et surtout, c'est déculpabilisant. Oui, j'ai le droit de ne pas donner, mais j'ai le droit de recevoir. Oui, une action bonne, elle est bonne pour les deux. Donc, si elle n'est bonne que pour la personne à qui je donne, c'est qu'il y a quelque chose de déséquilibré. Et c'est vrai que la vie est une question d'équilibre. On pourrait répondre ça aussi, tu vois, une vie épanouie, l'épanouissement, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre des forces, l'équilibre des dons, l'équilibre justement entre ce qui peut être heureux et moins heureux, etc. C'est vraiment quand je parle de danse, c'est ça, c'est aussi savoir bouger de manière équilibrée, se mouvoir de manière très équilibrée. Et c'est vrai que les femmes ne sont pas éduquées à apprendre à recevoir. Alors ça change un peu, heureusement, mais les femmes ont du mal aussi à recevoir. On a du mal à recevoir. C'est ce que tu sens aussi, toi. Alors moi, je sens que ça bouge un peu, heureusement, et que les femmes apprennent aussi à se prioriser et comprennent que leur bonheur est nécessaire avant aussi celui des autres. C'est un peu l'histoire du masque dans l'avion. Il faut d'abord être bien pour que les gens autour de nous soient bien, et j'en suis convaincue. Mais encore aujourd'hui, avec cet écartèlement des identités, c'est difficile aussi d'apprendre à recevoir. Oui. Quand on est dans le don tout le temps, en fait. Oui. Et tu le vois bien, hein, les métiers du care sont en grande majorité endossés par des femmes. Je veux dire, on est dans une société où quand il faut donner, on pense tout de suite, on regarde tout de suite du côté des femmes. Quand il faut prendre soin, quand il faut donner... On appelle les mères en premier. On appelle les mères en premier. Ça, je l'ai remarqué, oui. Tu l'as remarqué aussi. Remarqué. Mais oui. Alors que, en effet, dans le sacrifice, tout le monde est sacrifié. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller jusqu'au sacrifice. Ça ne sert à rien. À moins d'avoir vraiment un projet de sainteté. Mais je pense que même, je ne suis pas certaine que les saints et les saintes étaient dans ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, le sacrifice. Parce que le sacrifice, on le fait payer à tout le monde, en fait. Donc, oui, donner et recevoir, les deux vont ensemble. Et c'est ça, le véritable amour. C'est une bonne transition justement avec la méditation sur le don et la réception. Comment s'est opérée ta rencontre avec la méditation, Marie-Laurence ? Tu en parles dans ton livre ? Oui. Alors, dans mon livre, j'explique que quand j'ai donné naissance à ma première fille, à mon premier enfant, j'ai réalisé instantanément en même temps que je lui offrais la mort. Ça peut paraître un peu morbide, mais réfléchissez 2 minutes. En fait, quand vous mettez au monde un enfant, vous lui donnez aussi en cadeau la mort. Mais ça, moi, je m'y attendais pas du tout. J'étais super heureuse d'être enceinte, super heureuse de cette naissance qui arrivait. Et ça a été vraiment un très grand choc. Et voilà, gynéco avait beau appeler ça un baby blues, moi je voyais bien que c'était sans rapport avec le baby blues, c'était tellement plus existentiel et tellement plus flippant, tellement plus angoissant. Et j'ai découvert à ce moment-là que s'il y avait bien une tradition qui avait vraiment travaillé de manière très méticuleuse sur la question de la mort, c'était la tradition bouddhiste. Il y a beaucoup de livres sur la question, ne serait-ce que le livre tibétain de la vie et de la mort, ou le livre des morts tibétains, suivant comment c'est traduit. Et j'ai trouvé ça passionnant, ça m'a soulagée. Je me suis dit, ah bon, donc c'est quelque chose dont on peut parler, c'est quelque chose qui n'est pas aussi tabou qu'on veut nous le faire croire. C'est terrible quand tu sais que quelque chose existe et que tu ne peux en parler à personne, nulle part, voilà. Et c'est ça qui m'a amenée à la méditation, en fait, puisque la méditation, même celle qu'on connaît aujourd'hui en France, est essentiellement venue de la tradition bouddhiste. Il y a des formes de méditation, d'oraison dans la tradition chrétienne, bien sûr, mais la méditation, la pleine présence, la pleine conscience, mindfulness, ce qu'on connaît peut-être le plus aujourd'hui, ça vient vraiment de la tradition bouddhiste, et c'est donc comme ça que je suis venue à la méditation et que j'ai plongé directement dans un premier séminaire d'une semaine de méditation. Et ça n'a pas été évident, et tu le décris bien dans ton livre, ça t'a vraiment poussé hors de ta zone de confort, on peut le dire, vraiment dans tes retranchements. Et j'ai noté qu'à un moment donné, tu t'es sentie très vulnérable, et ça t'a reconnecté à ta vulnérabilité, parce que tu dis « Cela me dénude, me met à vif. Ici, tout me touche et c'est nouveau pour moi. » Voilà. Dans quelle mesure cette vulnérabilité, même si elle était dérangeante, quelque part, c'est une forme de cadeau qui s'est offert à toi ? Oui, parce que tant que tu penses que tu es invulnérable, en réalité, tu es tout le temps en danger.
Tant que tu penses que tu es une mère parfaite, tu es tout le temps en danger. Tant que tu penses que tu es une professionnelle infaillible, tu es tout le temps en danger. Tu comprends? C'est-à-dire, tu n'as pas droit à l'erreur, c'est horrible. Quand tu te reconnectes à ta vulnérabilité, ah oui, c'est ça, je suis une être humaine. Ah d'accord, c'est ça, je suis une femme. Avec ses limites, avec encore une fois sa finitude, avec ses fragilités, avec ses traumas, avec ses joies, avec sa sensibilité, etc. Et là, évidemment que c'est un soulagement énorme, parce que effectivement, si je me trompe, bah alors, no big deal. Enfin, je veux dire, j'ai droit à l'erreur, comme tout le monde a le droit à l'erreur. Mais moi, ça faisait 20 ans que je tenais sur le fait que je n'avais pas le droit à l'erreur. Donc, à chaque erreur, c'était bien sûr un drame, etc. Une remise en cause tout à fait idiote et pas pertinente. Donc, je découvre cette vulnérabilité qui me met à nu. Et, bah oui, étonnamment, ça me donne de la force parce que je me rends compte que je suis juste une femme comme les autres, que j'ai droit à l'erreur, que j'ai le droit de me tromper, que c'est même vachement bien, que peut-être ça m'apprendra beaucoup plus de choses que de croire que je suis parfaite ou que je dois être parfaite, parce qu'au fond on sait bien qu'on ne l'est pas en plus, mais on croit qu'il faut l'être. Et donc oui, ça donne une vraie force, pas dans le sens, une vraie puissance, je dirais, voilà. Ça, on retrouve bizarrement, en découvrant ma vulnérabilité, je retrouve une forme de puissance. Parce que, sachant que je ne suis pas obligée de ne faire que des choses bien, tout le temps, parfaites, irréprochables, eh bien, je retrouve une joie d'agir aussi, puisque même si je me trompe, c'est pas si grave. Donc il y a vraiment une joie qui revient en même temps. C'est intéressant ce que tu dis sur ça nous met en danger, parce qu'en fait, finalement, c'est plus la peur de souffrir, la peur d'échouer, qui nous fait souffrir plus que la souffrance en elle-même, finalement. Ça, c'est tout à fait bien dit. C'est vraiment, ça, c'est ce que tu découvres aussi dans la méditation. Puis toi, tu le découvres là. C'est parfait. Enfin, tu le sais, tu le pressens. Parce qu'on a, en fait, dans la méditation, on met à jour, évidemment, des choses qu'on savait peut-être intérieurement, qu'on pressentait. Et c'est la peur de la peur qui est handicapante, c'est pas la peur, c'est la peur de la souffrance qui fait mal, c'est tout ce qu'on va rajouter sur la réalité de l'expérience qui va vraiment nous plomber. Quand on est en contact direct avec l'expérience, encore une fois, même si c'est pas toujours heureux, confortable, joyeux, on est quand même en relation directe, donc on peut traverser ça, on peut travailler avec ça, si je puis dire. Alors que quand tu as peur d'y aller, que tu as peur de souffrir, que tu as peur de mourir, que tu as peur de tout ce que tu veux, de perdre, etc., c'est infernal, tu n'y vas pas. Et donc tu subis au lieu de traverser l'expérience. Est-ce que c'est parce que quand on a peur, on est dans le mental, alors que la souffrance en elle-même, on est peut-être plus dans le corps ? Oh là là, alors là, je l'aurais pas mieux dit. Alors là, c'est juste parfait, c'est ça. Je pense que c'est de cet ordre-là, effectivement. Toutes les craintes et les peurs qu'on anticipe nous mettent dans notre tête. Nous coincent dans notre tête, absolument. Alors que la méditation qui nous apprend à faire une expérience physique, qui est en réalité une expérience complète, corps-esprit, hein, c'est bien malencontreusement qu'on a séparé corps et esprit, en fait. Mais effectivement, la méditation, elle nous invite à traverser l'expérience, à rencontrer l'expérience. Donc, la case j'ai peur dans ma tête n'est plus nécessaire. Comment toi tu la définirais pour les gens qui ne connaissent pas forcément la méditation ? C'est vraiment une question importante parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur la méditation. Il faudrait revenir à quelque chose de bien plus simple et de bien plus humain là aussi. Pour moi, la méditation, c'est apprendre à être de plus en plus en relation avec ce qui est. C'est apprendre, à être là, c'est-à-dire être là de tout son corps, de tout son cœur, de tout son être, pour pouvoir être en relation avec la personne qui est en face de moi, être en relation avec le verre qui est posé sur la table, être en relation avec le chant des oiseaux, être en relation avec le bruit des voitures, être en relation avec la température du sol même sur lequel sont posés mes pieds, l'air qui circule sur mes mains, sur mon visage. Donc, vraiment, la méditation, c'est cet apprentissage à s'ouvrir à une espèce de détente attentive. Voilà,
on se détend parce que on ne bouge plus, on s'assoit, on décide. La méditation, c'est évidemment s'asseoir et ne plus bouger, ne plus parler pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, quelques heures, suivant ce qu'on veut faire. C'est vraiment apprendre à rester dans cette belle immobilité. Et donc ça nous amène une forme de détente, parce qu'on arrête de s'activer, on arrête de s'agiter. Mais c'est une détente non pas pour s'enfermer ou essayer de faire le vide ou tout ça qui n'existe. D'ailleurs, on n'a pas besoin de vide. C'est parce que je me suis sentie vide que je suis venue à la méditation. C'était pour me nourrir de nouveau, me remplir de sens et non pas pour me vider. Donc c'est pas faire le vide, c'est peut-être s'ouvrir. Là aussi, s'épanouir, s'éclore, s'ouvrir à tout ce qui nous entoure. C'est ça que j'appelle la détente attentive. On pourrait définir la méditation de cette manière-là. Ce qu'on peut entendre souvent comme frein pour les gens qui aimeraient tester la méditation, j'ai déjà lu ça quelque part, c'est « je suis pas zen, je peux pas faire de méditation ». Oui. Ce qui est absurde en soi. Oui. Et pourquoi on pense ça? Et pourquoi c'est faux? Parce qu'on a donné une idée fausse du méditant ou de la méditante complètement, encore une fois, placide, qui ne ressent plus rien, qui, tu sais, comme la bave du crapaud sur la blanche colombe, tout lui glisse dessus et de ça, mais c'est pas vrai du tout. Un être éveillé, un maître spirituel, enfin quelqu'un qui a beaucoup pratiqué, est hyper sensible, hyper en relation avec tout ce qui l'entoure. Donc comme on a donné cette idée un peu placide, un peu même anesthésiée, je dirais, de la méditante ou du méditant, on se dit mais c'est pas pour moi je suis bien trop agitée, moi je suis nerveuse, moi j'ai des soucis, moi j'ai des pensées sans arrêt. Mais justement, c'était mon cas, et c'est toujours mon cas, je crois que je suis bien hyper penseuse, mais justement, la méditation va m'offrir cet endroit, cet instant, ce moment où je vais pouvoir les rencontrer pour de vrai, ces pensées, au lieu de me laisser mitrailler par elles. Cet endroit va me permettre de rencontrer mes souffrances, de rencontrer mes soucis, de rencontrer mes peurs, de rencontrer, y compris même des obstacles professionnels, etc. Voilà, je me pose, non pas en faisant semblant que tout va bien, et puis que finalement, waouh, c'est zen. C'est pas du tout. D'ailleurs, le vrai zen est très, très exigeant. Le vrai zen n'est pas du tout ce qu'en a fait le marketing. Le bouddhisme zen est extrêmement exigeant. Et pas facile. Mais voilà, la méditation, c'est... En fait, on n'a pas besoin d'un outil de plus pour nous anesthésier. Ça, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut dans la société, que ce soit les séries Netflix, que ce soit tous les bouquins feel-good, le boulot, etc. Non, on a besoin de quelque chose qui va nous rendre plus vivantes. Donc c'est super ok de pas être zen pour méditer, c'est un très bon départ parce que justement on va aller rencontrer la vie vivante qui nous habite, qui nous assaille et avec laquelle on va pouvoir peut-être commencer à dialoguer et à faire la paix. Ça va rassurer ceux qui se disent pas prêts pour la méditation. Qu'est-ce qui se passe justement quand on rencontre ces pensées? Alors j'en parle aussi dans le livre. Quand on rencontre ces pensées, au départ, d'abord c'est très très étonnant de réaliser à quel point on n'arrête pas de penser. Mais alors, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que c'est... comme on a beaucoup parlé de la méditation ces 20 dernières années, je pense que maintenant les gens savent peut-être plus qu'on n'arrête pas de penser. Puis il y a eu des livres sur le sujet, etc. Mais quand même, quand on s'assoit et qu'on rencontre ça, on se dit, mais c'est incroyable, ça n'arrête pas. Mais alors en plus, ça saute du coq à l'âne. C'est n'importe quoi. Ou alors ça ratiocine, c'est toujours la même pensée qui revient. Et donc on réalise tout ça. Et on réalise que ça n'est pas si solide que ça. C'est-à-dire que dans cette rumination ou dans cette manière de sauter du coq à l'âne, on réalise que c'est quand même très fragile, que c'est très abstrait tout ça, que ça correspond pas vraiment à une réalité expérientielle. Donc c'est vraiment intéressant parce que moi, ce qui m'a ébloui, c'est cette vélocité de l'esprit. Je me suis dit, mais c'est génial. On n'arrête pas de penser, en fait. Mais c'est génial. Ça n'est pas quelque chose à tuer dans l'œuf, ça n'est pas quelque chose à trancher. Laissons les pensées faire, parce que c'est quand même fabuleux, cet esprit, cette vivacité. Mais peut-être que je peux arrêter de me laisser entraîner par lui. Peut-être que je peux plus le regarder, voir...
Il y a des choses que je rumine, c'est ok, allons voir dans le corps comment je rumine, très exactement, quel goût ça a dans la bouche, qu'est-ce que ça fait dans mon ventre, qu'est-ce que ça fait au niveau de la poitrine, qu'est-ce que ça fait dans les mains, comment je suis crispée. Donc vraiment aller examiner l'expérience sensorielle, corporelle que peuvent produire ces pensées ruminantes. Et quant aux pensées qui sautent du coq à l'âne et vous êtes parti de là et vous êtes arrivé, vous savez pas comment, mais tout à fait ailleurs, à l'autre bout du monde. Bon, bref, ça fait plutôt rire et on se dit, ah oui, autrement dit, c'est peut-être pas la peine de croire si dur que ça à mes pensées parce qu'elles sont quand même très coquines et elles m'emmènent vraiment là où elles veulent. Donc c'est un rapport là aussi plus détendu en fait. Que ce soit de la rumination ou que ce soit du saut périlleux, il y a quelque chose de plus détendu, je pense. Donc ça, d'une part, ça les met à distance et d'autre part, ça nous invite à ne pas définir notre existence par rapport au mental. Tu parles beaucoup du corps, justement. Oui. Et effectivement, dans ton livre, tu as écrit, alors c'est un peu provocateur volontairement, « Je suis donc je pense ». Donc tu prends effectivement le contre-pied de la fameuse phrase de Descartes. Dans quelle mesure, justement, le corps a son existence, c'est une existence à part entière ? En fait, le corps, il est rempli d'esprit. Nous, on a une idée très, peut-être cartésienne, mais en tout cas très schématique de l'esprit qui serait une espèce de, je sais pas moi, d'agglomérat coincé entre nos deux oreilles, en gros, à peu près à la place du cerveau. Et c'est pour ça qu'on dit coincé dans sa tête, etc. Alors qu'en fait, les gens qui se coincent le dos ou qui ont des sciatiques ou je ne sais pas, c'est bon. Mais en fait, si on prend le temps 2 minutes de penser et de voir que l'esprit, il se propage partout dans le corps et que notre corps est d'une intelligence incroyable, mais il est d'une intelligence vraiment phénoménale. On sent, on touche, on goûte, on sent le poids, etc. Donc c'est vraiment... le corps est vraiment une maison sur laquelle on peut s'appuyer, et quel que soit son état, qu'on soit vieille, jeune, souffrante, etc., y compris quand on est... alité, strictement alité, ça, il y a vraiment des méditations pour ça, tout est prévu. Le corps est vraiment, oui, c'est vraiment une source de connaissances très importante, en fait. Et on croit à tort que c'est l'esprit qui sait, puis que le corps, il serait là pour suivre l'esprit. Il y a un maître tibétain, Chogyam Trungpa, qui disait on porte notre corps comme un vêtement sur un cintre, par exemple. Et voilà. Donc ça, c'est triste parce qu'on n'est pas du tout un vêtement sur un cintre. La méditation nous aide à refaire une union, les fiançailles, l'harmonie entre le corps et l'esprit. Encore une fois, qu'on sépare abusivement parce qu'en fait, c'est une entité. Et c'est ça la découverte de la méditation, c'est que mon esprit il peut descendre dans tout mon corps parce que mon corps existe et mon corps c'est vraiment, en fait c'est lui, c'est là que ça se passe. Et ça rend les choses très concrètes. Tu disais, voilà, la peur c'est le mental, alors que voilà, et effectivement dès que tu reviens au corps, tout devient plus concret. J'ai peur, oui, c'est quoi ta peur dans le corps ? Ah, c'est ça, ok, c'est concret. Il y a d'ailleurs des méditations que j'ai beaucoup explorées ces dernières années, où on donne une forme à nos peurs, on donne une forme, on donne même on personnifie même nos angoisses, nos obstacles, nos soucis, et ça rend la chose concrète, vraiment concrète. Le corps nous permet de revenir au concret. Et quoi de plus délicieux, de plus intéressant, de plus vivant que le concret du quotidien, que le concret de l'existence, que le concret des choses. Moi, je suis une passionnée du concret. Mais c'est très intéressant parce que d'ailleurs, ça me fait penser à tout ce sujet de l'intuition. L'intuition qui vient par le corps. Donc, le corps, c'est aussi un objet d'accès à une connaissance qui n'est pas une connaissance mentale à part entière. Et souvent, on l'oublie ou on l'élude complètement, en fait, qu'on peut apprendre via son corps. Absolument. C'est vraiment une source de connaissances. C'est vraiment une chambre de résonance, un espace d'écoute, en effet, de tout ce qui fait problème, mais aussi de tout ce qui est heureux, et notamment de l'intuition, des rêves. Je veux dire, c'est formidable quand on se réveille le matin de sentir comment on est corporellement par rapport aux rêves qu'on vient de traverser. Enfin, je veux dire, là aussi, c'est vraiment une danse tellement jolie entre les images et le corps, entre l'esprit et le corps, entre le cœur et le corps.
c'est vraiment important de réhabiliter le corps. C'est pas la partie pauvre et sale et triviale de notre être qui serait dominée par la partie lumineuse qui serait l'esprit. C'est pas du tout ça. Enfin, moi, je pense que c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment c'est revenir au corps. Et pour les femmes, c'est vraiment important, quoi, parce que quand tu fais ça, tu commences à aimer un petit peu mieux ton corps aussi, et à moins le juger sur ses apparences, à moins lui en vouloir de vieillir, à moins lui en vouloir de souffrir, à moins lui en vouloir d'avoir quelques kilos de trop ou pas assez de kilos, des rides ou voilà, ou pas la bonne couleur d'yeux ou de chevet ou je ne sais quoi. C'est un temple, vraiment. Le corps est notre temple de connaissances, comme tu le dis si bien, de savoir et d'habitation de l'espace, de la terre. Voilà, c'est donc. Quand on commence à le regarder comme ça, on sort un petit peu du jugement et peut-être, je dis un petit peu parce que c'est un long travail, hein, on est tellement conditionné là aussi par le paraître, mais commencer à s'intéresser à l'être et moins au paraître, c'est vraiment en tout cas un travail que peut nous proposer la méditation. Oui, ça amène aussi beaucoup de compassion envers soi. Oui, c'est vraiment important. Tu vois, tout à l'heure, on disait une bonne action, c'est une action qui est bonne pour les deux. Effectivement, la bienveillance ou la compassion, on ne peut pas se retirer du jeu. On ne peut pas être bienveillante avec tout le monde, compassionnée naturellement envers tout le monde et puis s'oublier soi. C'est pas du jeu. Oui, et puis ça finit par sauter à un moment donné, comme tu le décris si bien dans ton livre. Et d'ailleurs, on retrouve dans l'approche yogique cette idée qu'on a plusieurs corps, le corps physique, le corps énergétique, enfin, qu'il y a ces couches aussi, qu'on n'est pas uniquement une simple enveloppe. Oui, c'est beau parce que ça lui donne aussi, là encore, un caractère plus précieux, hein, le fait de savoir que même en plus on en a plusieurs, et en tout cas, tu sais, on parlait tout à l'heure des cycles et des cercles, mais c'est pareil, les corps, il y a plusieurs enveloppes, c'est pas quelque chose de linéaire, de la naissance à la mort, et voilà, non, c'est très riche en fait, hein, il y a une imagerie très très riche qui peut nous aider à mieux nous aimer, je pense. Oui, et puis à faire aussi à faire du corps un sujet d'exploration, parce qu'il y a vraiment cette métaphore de l'oignon où petit à petit on va redécouvrir des couches et des couches différentes, donc c'est une joyeuse exploration quelque part quand on se reconnecte au corps. Oui, tout à fait. Et quand tu médites depuis un certain temps, mais pour certaines, ce sera peut-être dès la première session. Moi, dès la première session, ça m'a happée, j'étais très étonnée. Mais quand on médite, on découvre ces subtilités du corps aussi, oui, qu'on pourrait appeler plusieurs corps, ou en tout cas plusieurs strates, plusieurs niveaux de sensibilité, plusieurs niveaux de ressenti. Et c'est vraiment, comme tu le dis si bien, une exploration très joyeuse, très intéressante en fait, oui. Ça développe beaucoup de curiosité. Et la méditation, c'est une pratique de curiosité. J'aimerais qu'on parle du lien justement entre la méditation et le temps. On en a un petit peu parlé avec cette idée des temps palinaires et cycliques. J'ai repris quelques données et il y a notamment des études qui ont été faites sur le vagabondage mental, ce qu'on appelle aussi, ce que Eckhart Tolle appelle ce temps psychologique quand on est soit dans le passé, soit dans le futur, mais pas vraiment là. Et il s'avère que les études montrent qu'on est presque 50% du temps pas ici. Et donc je me demandais dans quelle mesure justement la méditation, au-delà de nous remettre dans l'instant, ce que tu as bien décrit, ça nous permet aussi de gagner du temps. Là où on se dit souvent, j'ai pas de temps pour méditer en fait. Alors, seulement 50% du temps, on serait pas là, tu m'étonnes. Moi, je pense que c'est peut-être sous-estimé, mais... Ce serait une bonne nouvelle. Si on n'était pas là seulement la moitié du temps... Bon, cela dit, peut-être que c'est difficile à mesurer, mais je pense qu'effectivement, c'est un minimum. Oui, c'est un minimum, oui. C'est très intéressant. Alors ça, c'est quand même un mystère. Moi, je vais essayer d'expliquer, mais au fond, j'en sais rien. Je n'ai pas compris. Donc, peut-être que tu as vu à travers le livre ou à travers les paroles qu'on a déjà échangées là dans ce podcast, tu as compris qu'à 40 ans, j'étais hyper active, que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire, hein, entre les 3 enfants, le boulot, la vie sociale, le bénévolat, etc. Donc, beaucoup de choses à faire. J'avais vraiment l'impression de n'avoir du temps pour rien, en tout cas, pas de temps pour moi. Parce que c'est ça aussi, les femmes, hein, je peux faire beaucoup, mais j'ai pas de temps pour moi. Ok, d'accord. Et quand j'ai découvert, quand je me suis retrouvée immergée comme ça dans la méditation,
Je n'ai pas compris ce qui se passait en revenant à la maison. Donc ça a été un tel bouleversement pour moi qu'en revenant à la maison, je me suis dit, je vais pratiquer tous les jours, c'est vraiment trop bien, c'est très difficile peut-être, c'est très bouleversant en tout cas peut-être, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et donc j'ai mis en place une méditation quotidienne, donc je me levais avant le réveil des enfants pour pouvoir être tranquille une vingtaine de minutes. Mais ce qui s'est produit et que je n'ai pas bien compris, c'est que plus je méditais, plus j'avais du temps. Alors qu'avant je n'avais jamais de temps, plus je méditais et plus la journée derrière était simple, hiérarchisée, organisée. Pourtant j'étais déjà d'un naturel très organisée, mais là encore plus organisée, priorisée, comme si les choses reprenaient leur place beaucoup plus vite et du coup me faisaient gagner du temps. Et je me suis retrouvée à finir mes journées de travail, par exemple, plus tôt qu'avant, à régler les problèmes plus vite qu'avant, à avoir plus de temps. Donc c'est quand même très mystérieux, mais donner du temps à la méditation, vous voyez, c'est toujours le donner-recevoir, tu vois, c'est donner du temps à la méditation m'en a offert en retour. Je suis pas certaine qu'il y ait une explication scientifique à ça, j'en sais rien, mais en tout cas, expérientiellement, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et plus je médite, et plus la vie, au niveau de son rythme, est simple. Voilà. Donc, il y a certainement quelque chose aussi dans une espèce d'intelligence qu'on développe à voir les choses plus clairement, à voir ce qui fait obstacle ou ce qui fait obstruction peut-être plus clairement, etc., qui fait qu'on va plus vite dans la gestion de sa vie quotidienne, probablement. Mais c'est vraiment un beau cadeau, ça. La méditation m'a offert du temps et de l'espace. Et c'est vrai qu'il y a certaines études en neurosciences qui montrent que les méditants réguliers ont une perception plus stable et plus lente du temps. Et ça rejoint un peu ce que tu dis. Ça, c'est des données que j'ai sorties en préparant un peu notre échange. Et c'est vrai qu'il y a cette idée que le temps, peut-être on passe moins du coq à l'âne, le temps s'écoule de manière plus fluide. Et peut-être il y a cette conscience aussi du temps qui passe et du coup qui amène une forme de lenteur, en tout cas plus d'harmonie dans ce que j'entends. Vraiment, alors je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Je connaissais pas ces études ou cette étude, mais je pense en effet qu'être pleinement là, c'est gagner du temps aussi. Mais gagner, ça ne veut pas dire aller plus vite, c'est vraiment avoir ce cadeau du temps. Et en fait, quand tu n'es pas vraiment là, quand tu es ailleurs que là où tu es, quand tu anticipes déjà quelque chose alors que ce n'est pas le moment de le faire, tu perds du temps. Si par exemple, c'est très 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 bien de préparer une réunion. Moi, des réunions, j'en fais plein. Il n'y a aucun problème à préparer la réunion, mais une fois qu'elle est préparée, c'est tout. Mais si tu anticipes sans arrêt cette réunion alors que tu n'y es même pas, en essayant d'imaginer les problèmes, les arguments, les contre-arguments, etc., est-ce que vraiment tu gagnes du temps ? C'est pas certain. Il se peut que tu en perdes, donc tu n'es pas là. Donc déjà, tu n'es pas là pour les gens avec qui tu es au moment où ça se passe, mais tu n'es pas non plus encore en réunion, puisque la réunion n'a pas encore eu lieu. Donc tu perds du temps sur tous les plans, quoi. Et effectivement, je pense que l'attitude de méditation et cette invitation à être pleinement là, et on n'arrête pas de partir, hein. Attention, on n'est pas pleinement là une fois pour toutes, hein. Mais juste on apprend à faire la différence entre les moments où on est là et les moments où on n'est pas là. C'est ça, hein, la méditation, c'est « Ah bah tiens, j'étais complètement partie, hop, je peux revenir puisque je m'en suis rendu compte ». Encore une fois, ça n'existe pas d'être tout le temps pleinement là, sans partir. Notre esprit, encore une fois, est tellement véloce, agile, intelligent qu'il nous embarque en un quart de seconde n'importe où. Mais avec la méditation, on sait qu'on peut revenir. Et à chaque fois qu'on est pleinement là, effectivement, c'est comme si le temps se rallongeait, prenait toute sa place. Et donc on retrouve une forme de qualité d'existence finalement. C'est clair, oui, absolument. C'est quand même ça qui m'a, je pense, sauvée de ce vide existentiel que j'ai rencontré. Oui, absolument. Il y a tout est... C'est bien dit, Amiraz, parce que c'est vrai que tout devient plus qualitatif. Il y a une autre qualité dans les relations humaines, dans les relations à mon enfant, à mes enfants, dans ma manière de cuisiner, dans ma manière de parler à un client au téléphone ou à un journaliste. C'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre de la qualité, oui.
On parlait tout à l'heure de la saveur. Oui. Ça remet quelque part de la saveur. Ça met de la saveur, oui, absolument. Et d'ailleurs, quand on pratique, quand on est assise en train de méditer, pour moi, le goût est un des sens qu'on peut... Alors qu'on ne mange pas, bien sûr, quand on médite, mais sentir le goût de la colère, sentir le goût de la joie, sentir le goût de la tristesse, sentir le goût des émotions, ça redonne de la saveur. Tu nous invites aussi, à travers la méditation, à sortir de cette course à la performance. Et moi, je trouve ça très fort et je pense qu'on en a cruellement besoin. Dans quelle mesure, effectivement, exister, c'est aussi intéressant c'est même plus intéressant que performer. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que... Enfin, j'en ai parlé, tu sais, quand tu m'as posé cette question sur la vulnérabilité et où j'ai donc réalisé que ce n'était pas du tout un projet humain que de vouloir être parfaite, infaillible, et j'aurais pu ajouter performante en tout point. C'est bien d'être performante, même si le terme est difficile à entendre maintenant, je trouve, parce qu'il il devient presque cruel maintenant, cette exigence de performance, c'est vraiment dur. Mais en tout cas, c'est bien d'être efficace et de réussir ce qu'on fait, c'est très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Mais que ce soit la seule mesure de notre existence, ça c'est vraiment cruel. C'est vraiment très cruel et très brutal. Donc oui, exister c'est plus important que performer. Et en fait, quand tu médites, comme tu n'as plus rien à faire, il n'y a plus de performance. La performance n'est plus une mesure. Tu es là, assise, à rien faire, à rien dire, à attendre. Donc ça use un peu ces valeurs de performance, ces valeurs de perfection. Ah bah oui, tiens, j'ai un peu mal là, bah oui, je suis pas parfaite. Ah puis tiens, bah oui, je suis pas performante. Et c'est ok. Ah oui, mais il y a quelqu'un qui vit là. Ah oui, il y a de la vie, il y a de la vie. Mais encore une fois, ce corps rempli de vie, qui justement peut être un petit peu douloureux au genou, à la cheville, qui peut se sentir à des moments d'épiphanie très, très, très léger, très ouvert. C'est tellement vivant tout ça. La performance n'a plus du tout sa place. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, petit conseil, que c'est bien d'abord de décider au début de sa séance de méditation combien de temps on va méditer. Et de ne pas viser trop haut, parce que là aussi on partirait dans une exigence de performance et c'est vraiment pas le lieu de la performance. On s'en fout qu'on arrive à méditer 5 minutes, 45 minutes, 3 heures, on sent. Mais vraiment ça n'a pas d'importance. Ce qui est plus important, c'est la régularité. Donc il vaut mieux méditer 5 minutes, 10 minutes tous les jours que de se dire non, là je vais me faire une bonne séance d'1h30 et on va voir si je vais tenir. C'est sûr qu'on ne va pas démarrer. Et alors, quel conseil tu donnerais à ceux qui n'ont jamais médité ? Comment on peut se mettre à la méditation ? Je pense quand même que, d'abord, peut-être lire des livres dessus. Enfin, il faut en avoir envie. Je veux dire, il y a plein de moyens de mener son existence. La méditation est un moyen parmi plein d'autres. Donc moi, je ne ferai pas de prosélytisme. Ça a été moi, ma découverte. C'est ce qui m'a sauvée et c'est ce que j'aime enseigner maintenant. Et en plus, je trouve que c'est une pratique infiniment riche, qui justement, là, pour le coup, n'a pas de limite dans l'émerveillement que peut être sa découverte. C'est-à-dire que tu médites et c'est à chaque fois différent. C'est quand même incroyable. Bon, mais une fois nous ça dit, il faut quand même il faut avoir envie. Et il faut avoir envie et puis bien se rappeler qu'il s'agit d'une détente attentive et non pas de se vider la tête ou de devenir zen. Zen, encore une fois, dans le sens marketing. Ça, c'est bien, déjà, de se libérer de ces idées reçues qui ne nous aident pas. Et après, je conseillerais justement de commencer peut-être par des sessions assez courtes. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai fait mon premier séminaire. On m'a dit, tu sais, tu rentres chez toi et même si tu médites que 5 minutes par jour, ce sera déjà ça. Et ça m'a complètement soulagée. En fait, je n'ai jamais médité que 5 minutes parce que je trouvais que 20 minutes, ça passait vite. Mais le fait que je sois autorisée et que ça ait déjà une valeur de méditer 5 minutes, ça m'a mis le pied à l'étrier. Bon, donc on peut tout à fait méditer 5 minutes. Dans le livre, je crois même, il me semble que je donne un exercice de 3 minutes. On peut même méditer en 3 minutes avant de commencer sa journée de travail. C'est vraiment, ça change beaucoup de choses. Donc déjà partir sur des
des sessions courtes, en tout cas des sessions dont on pense qu'on va pouvoir les tenir, parce que c'est vraiment important à ce moment-là de mettre un petit réveil, une petite sonnerie, et de pas bouger jusqu'à la sonnerie. C'est là que ça va faire effet. Et puis d'avoir peut-être un espace dédié pour le faire. C'est plus facile, alors qu'on le fasse sur une chaise, un coussin, par terre, sur un fauteuil, peu importe, mais avoir son petit endroit où on le fait, comme un rendez-vous avec soi, si on fait ça le matin au lever du lit, ou le soir avant de se coucher, ou entre midi et deux, dans un square, à un endroit qu'on aime bien, qui est toujours le même. Ça peut être bien d'avoir un endroit, ça aide à la motivation. Et tu nous conseilles de fermer les yeux, de se mettre de la musique, des paroles. Est-ce qu'il y a une bonne façon de méditer ? Merci, écoute, tu poses vraiment les bonnes questions, parce que moi, ça me semble tellement évident que je zappe. Quand on médite pour être plus attentive, à la fois cet ancrage et cette ouverture attentive, c'est pas mal d'avoir les yeux ouverts. Après, si on est très mal à l'aise les yeux ouverts, on les ferme. Mais c'est pas mal d'avoir les yeux ouverts. Ça nous aide plus à faire le lien entre la séance de méditation et la post-méditation, c'est-à-dire la vie quotidienne. Moi, j'ai toujours bien aimé méditer les yeux ouverts parce que effectivement, le gong sonne, le réveil sonne, et voilà, je sors pas d'un rêve, j'avais vraiment les yeux ouverts, je me lève et je continue ma vie les yeux ouverts. Je trouve que c'est vraiment, pour intégrer ça dans sa vie quotidienne, c'est très malin. Après, il y a des méditations de visualisation, des méditations guidées de visualisation qui sont très différentes et qu'on fait les yeux fermés. Mais on les fait les yeux fermés parce qu'on nous demande de visualiser. Mais sur cette détente attentive, on peut faire ça les yeux ouverts, sans musique, sans parole, sans rien. Sans musique, la musique est vraiment pas du tout... Justement, ce qui est beau avec la méditation, c'est ce côté très cru, dénudé, direct, simple. Voilà, je m'assois là où je suis et je suis en relation avec ce qui est. Voilà. Et s'il y a un peu de bruit, il y a du bruit. S'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit. S'il y a des chants, des moteurs. Et je travaille avec tout ça. Enfin, je travaille à accueillir tout ça de manière ouverte. Et c'est vraiment, ça fait partie de l'exercice. Mais après, il existe à présent des méditations guidées, fort bien faites, en audio. On en trouve plein sur YouTube. Moi-même, j'en ai enregistré une vingtaine pour mon éditeur. Qu'on doit pouvoir trouver quelque part, je ne sais pas où, mais c'est clair que ça existe. Et ça peut être bien d'être guidé pour savoir quoi faire. Mais ça, c'est des méditations plus longues. Si on veut méditer, par exemple, 20 minutes, 30 minutes, ça peut être pas mal d'avoir une guidance qui nous aide juste à savoir comment s'asseoir, comment s'ancrer, comment revenir quand on est parti dans ses pensées. Bon, finalement, c'est assez simple, entre guillemets. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de prérequis, si ce n'est un peu de volonté. Voilà, il n'y a aucun prérequis. Et c'est probablement ce que j'aime tant dans la méditation, c'est que c'est simple. Et moi, j'aime les choses simples et concrètes. C'est un peu ma manière de voir la vie. C'est en étant simple et concrète que je peux laisser libre cours à mon imagination, à une dimension plus onirique ou plus poétique du monde. Eh bien, je pense que ça fait un très bon mot de la fin, c'est simple et concret. Merci beaucoup Marie-Laurence. Est-ce que tu as des ressources justement à nous conseiller sur la méditation ? Alors toi, tu as écrit un livre sur la méditation. Est-ce qu'il y a quelques ressources pour ceux qui auraient envie de creuser un petit peu le sujet, se documenter ? J'en ai même écrit 3. Wow. Alors tu vas nous redonner les noms. Alors tout simplement, tous mes livres sont chez Le Duc, ouais. Édition Le Duc, qui propose vraiment des guides pratiques très bien faits et qui m'ont donc proposé d'en écrire un sur la méditation, puis un sur la méditation de bienveillance, puis un sur la méditation au quotidien qui s'appelle Vive la méditation, dans lequel il y a ces méditations guidées audio également, donc beaucoup d'audio. Voilà, en termes de ressources, je dirais ça parce que ça au moins je sais ce qu'il y a dedans, mais après il y a plein de choses intéressantes. Mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Et puis encore une fois, je pense que sur YouTube, maintenant, on trouve beaucoup de méditations guidées fort bien faites aussi. Alors moi, je suis plutôt formée dernièrement par les Américains, donc c'est en anglais, donc c'est peut-être pas... mais par exemple, tout le travail de Tsultrimalion, qu'on trouve facilement sur YouTube, c'est en anglais, mais c'est des superbes méditations guidées aussi.
Super, donc toi tu enseignes aussi la méditation. Est-ce qu'on peut te retrouver justement, Marie-Laurence, si on a envie de venir à ta rencontre pratiquer? Ah, c'est gentil de me poser la question. Avec plaisir, oui, j'organise une journée de méditation par mois, tous les mois. Donc, toutes les infos sont sur mon site méditation-et-action.com. Parce que comme tu le vois, je ne dissocie jamais la méditation de l'action, même si méditer, c'est s'asseoir, ne rien faire, c'est pour aussi mieux agir dans le monde et dans le quotidien ensuite. Super, et bien on remettra tous ces liens pour ceux qui auraient envie de venir expérimenter avec toi. Moi j'ai passé un très bon moment, vraiment, en pleine présence en ta compagnie, donc merci beaucoup Marie-Laurence. Merci à toi, c'était très très agréable pour moi aussi de pouvoir parler de cette belle pratique ensemble. Et j'espère que ça donnera envie à ceux qui nous écoutent de découvrir, en tout cas que ça éveillera un intérêt. À bientôt Marie-Laurence. À bientôt Amira. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.